Débat, sénateur Oussakos, à vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Je me lève en chambre pour parler de ma motion qui demande à ce que le Comité sénatorial permanent des droits de la personne soit autorisé à étudier, afin d'en faire rapport, les persécutions incessantes et la détention illégale des musulmans ouïghours en Chine continentale dès que le comité sera formé et que le comité publie son dernier rapport au plus tard le 28 février 2021. Collègues, je veux que ce comité étudie ce sujet, un sujet qui est sans précédent. Je pense que le caractère inédit de ce qui se passe en Chine est reflété dans le fait que les sénateurs de tous bords ont voulu porter notre attention à ce sujet. J'en ai déjà parlé, mais en ont déjà parlé les sénateurs No, From, McFadden, Dalphon et d'autres. Le mois dernier, le sous-comité des droits de la personne de la Chambre des communes ont conclu que la persécution chinoise des minorités musulmanes est une violation très claire des droits de la personne, qui a comme objectif l'éradication de la culture et la religion ouïghour. Le sous-comité a également déterminé que ce programme de persécution, de stérilisation forcée, de travaux forcés et de surveillance étatique rencontre les définitions de génocide telles qu'établies dans la Convention sur le génocide plutôt de 1948. À mon avis, il faut étudier la définition du génocide en vertu de la Convention de 1948. Dans la Convention, le génocide, c'est tous les actes qui suivent pour une intention de détruire, en partie ou complètement, un groupe religieux, racial, ethnique ou national. Par exemple, A. Tuer des membres du groupe. B. Mutiler physiquement ou psychologiquement des membres du groupe. C. Infliger délibérément des conditions de vie sur le groupe qui apporteront leur destruction physique en partie ou complètement. D. Mettre en œuvre des mesures qui souhaitent éviter les naissances dans ce groupe. Et E. Transférer des enfants de ce groupe à un autre groupe. La Convention de 1948 se concentre sur les comportements qui souhaitent physiquement détruire un groupe. Depuis la rédaction de la Convention après l'Holocauste en Europe, il n'y a pas de doute du contexte dans lequel la Convention a été rédigée. Toute conclusion par tout corps législatif qu'il y a génocide en vertu de la Convention de 1948 devrait nous être très perturbant. Maintenant, en 2020, la conclusion déterminée par le sous-comité de la Chambre des communes n'est pas unique en son genre. Le mois dernier, le Sénat des États-Unis a déposé une résolution bipartisane pour que la Chine réponde de ses actes pour le génocide contre les Ouïghours, les Kazakhs et d'autres groupes minoritaires musulmans. Le projet de droit de la personne ouïghour, Genocide Watch, le Centre européen pour la responsabilité de protéger et d'autres groupes particuliers qui ont aussi demandé au Conseil des droits de la personne des Nations Unies de faire enquête sur la campagne chinoise contre les minorités musulmanes turques qui, à leur avis, sont des actes de génocide. Tous les membres de cette Chambre et toutes les Canadiennes et tous les Canadiens devraient trouver ça très épeurant. Nous devons comprendre la portée de ce qui se passe dans la région que la Chine appelle Xinjiang, mais qui est le Turkestan oriental occupé par la Chine. Un rapport publié dans le Guardian montre au moins 380 camps de détention, ce qui représente une installation de détention pour 37 000 personnes de nationalité non Han dans cette région. Une de ces installations a une superficie de plus de 300 acres. On pense que de 1 à 3 millions de personnes, à peu près 30% de la population ouïghour, sont dans ces camps. On a entendu parler de dizaines de milliers d'anciens détenus qui ont été envoyés à des programmes de travaux forcés. Un rapport par l'Institut politique, ou plutôt l'Institut de la stratégie politique australienne, a dit que des milliers de ces travailleurs forcés travaillent pour des compagnies comme BMW, Nike et Huawei, entre autres. Quasi 30% des Ouïghours ethniques sont détenus pour les plus petites offenses et les plus petites infractions ont créé une omerta. Tel que l'a dit la BBC, la région est maintenant couverte par un réseau insidieux de surveillance qui comprend la police, des points de contrôle, des caméras qui scannent tout, des visages, jusqu'aux plaques d'immatriculation et les discussions des gens. Les caméras peuvent examiner les gens chez eux-mêmes. Cette surveillance de type orwellien
a été complémentée par une campagne de stérilisation forcée. Des documents obtenus par la Chambre des communes ont vu que 80% des stérilés ont été installés dans cette région. Les taux de natalité ont dégringolé de 24% ces 12 derniers mois. Cette campagne de stérilisation a été accompagnée par des politiques d'installation qui ont immergé la population ouïghour par un grand nombre de Chinois Han qui ont été encouragés de s'installer dans cette région afin de devenir la majorité. Beaucoup de pays étrangers ont été forcés vers le silence et sont sous pression de coopérer avec les autorités chinoises. Cela pourrait vous surprendre, non seulement le Canada et d'autres. On a entendu que certains pays, y compris l'Égypte, l'Arabie saoudite et d'autres États, ont arrêté des Ouïghours en exil et les ont déportés vers la Chine, suite à des demandes de Pékin. Dans les mains du régime communiste chinois, les dollars américains ont beaucoup de pouvoir. La Turquie a exporté leur minorité turquique vers la Chine. Soyons clairs, le régime chinois veut intimider ce Parlement. Quand le sous-comité des droits de la personne de la Chambre des communes a publié son rapport le mois dernier, l'ambassadeur chinois au Canada a dit que la mesure sera rencontrée avec une vive intervention. Pour moi, c'est une intimidation qui est une tactique bien trop commune de la part de cet ambassadeur. Cela ne doit pas être passé sous silence par notre gouvernement. Mais notre gouvernement n'a pas voulu critiquer ouvertement le gouvernement chinois. Ça a été le cas depuis l'arrivée au pouvoir de Justin Trudeau. Il a dit que la Chine est le pays qui, et je cite, qu'il admire le plus, en raison de sa dictature de base. On espère qu'il a grandi et au moins qu'il a évolué personnellement depuis ses paroles. Ce que je peux dire que, malgré mes questions à répétition, je ne sais pas si l'ambassadeur chinois a été appelé pour répondre des menaces qu'il a fait à l'encontre des parlementaires canadiennes et canadiens. Je sais que il a menacé les 300 000 Canadiens qui habitent à Hong Kong. Et pour ça, il a été appelé par Affaires mondiales, pas par le Premier ministre, pas par la sous-première ministre et même pas par le ministre des Affaires étrangères. C'est même pas le sous-ministre qui est allé le voir. L'ambassadeur qui a menacé les Canadiens a été disputé par le sous-ministre adjoint. C'est quand même ridicule. Est-ce qu'on se dit qu'un ambassadeur, surtout celui-là, va prendre ça au sérieux? Je comprends pourquoi, entre autres, le gouvernement a eu beaucoup peur. La Chine est non seulement un super pouvoir, c'est aussi un État sans droit ni loi. C'est un pays sans primauté du droit. Ça veut dire que le régime peut tout simplement kidnapper les gens de la rue, qu'ils soient chinois, qu'ils soient étrangers, pour les tenir en otage jusqu'à ce que leurs demandes soient respectées. Ça a été très clairement démontré dans la détention arbitraire en Chine des Canadiens Michael Kovig et Michael Spavor. Ça fait maintenant longtemps qu'ils sont en détention. Ce que la Chine a fait avec ces deux Canadiens innocents, ils l'ont fait encore 1 million de fois de plus avec les Ouïghours, une population de son propre pays. Des politiques similaires pour écraser la dissension sont très claires à Hong Kong aussi. Ce qui se passe en Chine fait peur. Et ce qui fait peur également, c'est ce que fait l'État chinois à l'étranger, non seulement contre le Canada, mais aussi des menaces contre la Chine, contre les pays qui ont un littoral sur la mer méridionale de Chine, le Japon, Taïwan par exemple. La Chine est un pouvoir impérialiste très agressif. À l'interne, c'est un État totalitaire où il est acceptable de détruire tout un peuple pour desservir la volonté de l'État. C'est en raison de ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur de la Chine que nous, en tant que parlementaires, nous devons porter nos voix hautes et être entendus. Chers collègues, je pense qu'il nous incombe de continuer là où a terminé son travail le sous-comité des droits de la personne de la Chambre des communes. J'espère qu'il faudrait que notre comité des droits de la personne convoque des ministres du gouvernement et d'autres témoins pour comprendre comment le gouvernement entend intervenir suite au rapport du sous-comité de la Chambre des communes. Il faut qu'on fasse venir l'ambassadeur chinois pour qu'il nous explique ce qu'il en est. Notre approche sera le plus efficace si on a une approche multilatérale. Ce serait utile pour notre comité d'examiner comment d'autres gouvernements qui pensent comme nous, d'autres parlements qui pensent comme nous, répondent et interviennent. Nous devons travailler avec d'autres législatures nationales pour que nos options soient efficaces. Dernièrement,
Je pense qu'il serait approprié que ce comité établisse comment nous pouvons commencer à insuler notre économie, notre peuple et notre société des tentatives de conversion de la part des Chinois, des représailles chinoises. Si on veut résister à l'intimidation d'un super pouvoir, on ne peut pas tout simplement faire comme on faisait avant avec le régime actuel chinois. Chers collègues, je pense que cela tombe sous le mandat de notre comité des droits de la personne. Son mandat est de gérer des sujets qui ont trait aux droits de la personne en général, tels que renvoyés par un ordre du Sénat. Très clairement, c'est une question de droits de la personne. Je propose que le plus grand défi des droits de la personne à l'heure actuelle dans le monde est ce qui se passe à l'encontre de la minorité ouïghour en Chine. Et donc, je vous exhorte à appuyer cette motion. Cette institution fait partie de notre Parlement. Et nous avons le privilège d'être nommés. Et en raison de notre inamovibilité, on peut faire preuve d'un manque de partisanerie pour mettre de l'avant les valeurs véritables du Canada. Nous avons là l'occasion, chers collègues, d'être du bon côté de l'histoire et de porter haut notre voix. Dans quelques années, quand ils écriront les livres d'histoire de l'avenir, et ça a été le cas maintes et maintes fois lors de génocides, beaucoup de pays faisaient abstraction de génocide, exprès ou pas, mais ils faisaient semblant que ça n'existait pas parce qu'il y avait d'autres facteurs. Mais quand les livres d'histoire sont publiés, ils vont se voir dans le miroir et les gens vont se dire « qu'est-ce qu'on aurait pu faire ?» Alors voici notre occasion en tant qu'institution de défendre ce que veulent les Canadiens. Les Canadiens trouvent ça affreux. Les Canadiens qu'on représente, parce que nous, on ne représente pas le Premier ministre qui nous a nommés, on représente les Canadiennes, les Canadiens et ce qui se passe à l'encontre de cette minorité en Chine. Si tous les Canadiens en étaient conscients, parce qu'on a tous d'autres choses à faire, mais si on voit notre attention attirée à ce fléau, on dirait que ce serait inacceptable. Et donc voilà l'occasion, chers collègues, d'avoir un rendez-vous avec l'histoire. Soyons chefs de file, comme l'a été le Parlement du Canada contre l'apartheid. Soyons chefs, comme quand, à l'époque, on a été chef de file dans les missions de paix à Chypre. Nous avons le pouvoir d'être chefs. La Constitution nous en donne les pouvoirs. Merci, chers collègues.